19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. L'interview, c'est le député de la 4e Circo de la Haute-Garonne. C'est monsieur François Piquemal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. D'abord, vous êtes dans quel état d'esprit du moment là en ce moment ? C'est quoi votre état d'esprit vous-même d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes candidat déclaré, ça y est, sur la ville de Toulouse, la ville rose, où on a beaucoup d'auditeurs. Oui, alors ça fait beaucoup de choses pour un état d'esprit, parce qu'il y a l'état international du monde tel qu'il est, et je pense qu'on est tous inquiets et bouleversés par ce qui est en train de se passer. Et puis bon, il y a l'état de ma ville, pour lequel je suis aussi assez inquiet, étant donné que les affaires s'empilent pour le maire actuel, M. Moudenc. Notamment hier, il y a le directeur général de Tisséo, les Toulousains et Toulousaines connaissent, c'est l'agence qui gère les transports en commun, qui a été condamnée pour prise illégale d'intérêt et favoritisme. On a une adjointe qui a été condamnée en première instance pour un complot politique. Je dis les mots juridiques, complot politique. Et là, on vient d'apprendre qu'il a employé lors de la dernière campagne municipale 12 agents municipaux pour faire sa campagne, ce qui est totalement illégal. Mais en fait, on a une série d'affaires comme celle-ci qui entachent et salissent la réputation de notre ville. Donc, ça tombe bien, dans moins d'un an, il y a les élections municipales. 9 mois maintenant. Et on pourra remettre les choses en place au Capitole. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, François Piquemal, justement, monsieur le député, que vous avez le vent en poupe avec toutes les affaires que vous venez de nous esquisser, là, justement ? Je pense pas seulement... je comprends, moi. Les affaires, ça entache la réputation de ma ville, mais moi, j'ai pas de souci à la différence politique. Monsieur Moudenc, c'est un homme de droite radicale qui s'affiche avec ses amis, monsieur Retailleau, monsieur Darmanin notamment, et qui les traite comme des amis et qui les considère comme tels. Nous, on représente la gauche, France Insoumise, Nouveau Front Populaire, celle qui a triomphé à Toulouse, qui est une ville qui a le cœur profondément à gauche. Mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous avez le vent en poupe ? Oui, je pense qu'il y a de sérieuses chances de victoire pour notre camp, même s'il faut toujours faire preuve d'humilité dans toutes circonstances. Dites-moi, avant d'en parler, justement, vous avez fait référence aux questions internationales. Monsieur Piquemal, justement, et après on prendra les auditeurs tout à l'heure qui viendront échanger avec vous, notamment les Toulousains qui sont très nombreux à nous écouter. Vous êtes prêt, sincèrement, à endosser l'habit d'un maire, celui de Toulouse ? Vous êtes prêt ? Je suis plus que prêt à ça. Je me prépare depuis des mois, voire plus, puisque j'étais déjà sur la liste qui a concurrencé celle de M. Moudenc en 2020. Donc oui, je suis prêt à ça, oui. Oui. Pourquoi vous êtes prêt ? Parce que c'est quoi ? J'ai vu d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, vous parlez de plus d'écologie, mais tout ça, vous le savez aujourd'hui, c'est plus la préoccupation du peuple, c'est plus la préoccupation des habitants. Je ne vais pas vous dresser évidemment un certain nombre de choses qui sont vraiment les vraies préoccupations du quotidien de notre société. En fait, vous échangez quoi quand vous êtes avec eux à Toulouse ? Il y a énormément de préoccupations, mais vous pouvez lier les thèmes. Parce que par exemple, une des préoccupations à Toulouse, c'est que 58% de la population, on le sait peu, c'est une grande ville, est dans un désert médical. Et les troubles médicaux, c'est aussi lié à des problèmes de pollution. Et on sait que les quartiers ne sont pas à la même enseigne selon où vous viviez. Par exemple, à Toulouse, je vous donne 2 exemples. Si vous vivez à Bordelongue ou à Tabar, près du périphérique, vous avez les voitures et vous avez le couloir aérien. Forcément, vous avez plus de risques de contracter un certain nombre de maladies liées à la pollution atmosphérique. Et donc, ne pas avoir de médecin, vous voyez que c'est lié en fait aux conditions écologiques qu'il peut y avoir sur le parcours de soins de chacun. Donc nous, par exemple, on est pour faire en sorte qu'il y ait un centre de santé accessible à chaque quartier. Je pourrais vous décliner comme ça un certain nombre de propositions, parce que vous avez parlé... Vous êtes déterminé ? Oui, je suis déterminé, parce que je pense que Toulouse, ça se fait peu. Toulouse, c'est historique. Je vais vous le dire. Toulouse, oui. c'est bientôt, et c'est peut-être déjà le cas, on verra le prochain rapport de l'INSEE, la 3e ville de France. Oui. Peu de gens le savent. C'est plus d'un demi-million d'habitants. C'est plus que la superficie de Paris. Et c'est une ville qui, à mon avis, parce que j'ai une haute opinion de ma ville, doit avoir une voix dans le concert national, mais aussi international, qui a une tradition d'accueil. On a été la capitale de l'exil de la Seconde République espagnole, c'est-à-dire de celles et ceux qui ont fui Franco, et qui a une tradition notamment de solidarité qui est importante. Je vous donne ça juste parce que ça a aussi à voir avec ce qui se passe actuellement. Si vous êtes élu, vous serez d'ailleurs peut-être le plus jeune dans l'histoire. Oui, mais je ne sais pas si vous le savez. Alors ça, il faudra le rechercher, ça je ne sais pas, mais... je vous dis de solidarité internationale parce que ça fait le lien avec les sujets qu'on va traiter ce soir. Vous voyez, aujourd'hui, Toulouse est jumelée avec Tel Aviv. Bon, nous, on suit les recommandations de l'Assemblée Générale de l'ONU et on pense qu'il faut faire tous les moyens possibles
pour faire pression sur Israël afin que le génocide en cours s'arrête. Donc, j'ai fait la demande avec les conseillères municipales, notamment de la France Insoumise, de suspendre le jumelage avec Tel Aviv, comme l'ont fait d'autres villes. Il y a Barcelone, Bruxelles, La Rochelle, qui ne sont pas des villes insoumises, c'est des villes gouvernées par des sociodémocrates qui l'ont fait. Et on a un maire qui refuse de le faire, tout comme il a refusé, par exemple, d'éclairer le Capitole aux couleurs de la Palestine, alors qu'il l'avait fait à raison avec celui de l'Ukraine et celui d'Israël. Puisqu'on en parle justement, monsieur le député, est-ce que c'est pas plus efficace, justement, de continuer à dénoncer, comme vous le faites si bien d'ailleurs, que de supprimer le jumelage qui a eu lieu, qui fait partie du passé d'ailleurs Alors nous, on veut le suspendre, c'est-à-dire pas le supprimer. Il y a une nuance dedans, parce qu'on pense que si un gouvernement progressiste, et on le souhaite, arrive à la tête d'Israël, alors le dialogue sera possible. Mais vous voyez, en parallèle, on a un accord de coopération avec Ramallah. Sauf que cet accord de coopération, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire dans les circonstances actuelles où les habitants de Ramallah et les Palestiniens sont privés de tous leurs droits? Donc, à un moment, il faut avoir des actes symboliques, y compris forts, et y compris à l'échelle de la ville. Vous savez, moi, j'ai fait partie de la délégation qui est allée à Rafah en février 2024. Et on s'est retrouvé devant le poste frontière et on se demandait, mais à quoi ça sert? Vous voyez, je pense parfois, on regarde l'état du monde et on se dit... en quoi suis-je utile? Et les humanitaires qui étaient là nous ont dit, en fait, votre présence, peut-être vous ne pouvez pas rentrer à Gaza, vous ne pouvez pas agir directement, mais elle est symbolique parce qu'elle dit à celles et ceux qui sont à l'intérieur, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est pour ça que je dis que partout en France, partout dans le monde, où il y a des petites mobilisations, même à 3, 4, 10, 30, 50, eh bien, c'est des gouttes d'eau qui font en sorte que les opprimés de ce monde, et là en l'occurrence les Gazaouis, ne se retrouvent pas seuls. François Piquemal, vous avez lâché le mot, génocide. Alors moi je vous pose la question, elle est très simple, la guerre à Gaza, est-ce qu'on peut parler d'un génocide des Palestiniens par Israël? Est-ce que c'est le crime de génocide? Est-ce que c'est une guerre, un crime contre l'humanité, pardonnez-moi? Il faut dire quoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de guerre des mots. Alors, moi, j'utilise clairement le mot de génocide et j'entends que ça puisse prêter à débat en termes intellectuels, entre guillemets. Y compris auprès des historiens, vous l'avez vu. Je vais vous expliquer. Parce que je vous écoute. Moi, je suis prof d'histoire à la base. J'ai enseigné pendant 10 ans l'histoire et c'est vrai qu'on m'a toujours expliqué, par exemple, que pour qualifier un génocide, il fallait que ce soit les historiens qui se mettent d'accord sur la question. Vous savez qu'il y a eu plusieurs génocides reconnus, etc. Oui. Mais mon prisme, par exemple, a changé, notamment en étudiant les rapports d'Amnesty International qui montrent qu'il y a des qualifications juridiques de droit international du génocide. Je peux vous en donner, il y en a 3 au moins qui sont concernés. Oui, je vous en donne une seule, parce qu'Amnesty International a fait notamment une conférence très explicative là-dessus que je recommande, on peut le trouver en ligne et sur leur site. Une seule d'entre elles, je pourrais vous citer les 3. Les autorités israéliennes ont l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique et racial, dans le cas présent, les Palestiniens de Gaza. Je peux vous donner là 2 autres. Les actes commis par l'armée israélienne figurent dans la liste des actes illicites détaillés dans la Convention qui régit les crimes de guerre. Les Palestiniens sont considérés comme un groupe protégé par la Convention de 1948. Donc moi, 3 critères qui suffisent pour qualifier cette guerre de génocide. C'est 3 critères de droit international. Et moi, je fais confiance au sérieux, à la rigueur d'une ONG comme Amnesty International. Et donc, oui, je considère qu'à l'heure actuelle à Gaza... C'est le prof d'histoire géo ou c'est le député qui parle? C'est les deux. Voilà, je vous le dis. Je considère qu'à l'heure actuelle, il y a un génocide en cours à Gaza, qu'on peut bien... Et s'il y a des gens que ça abîme trop les oreilles d'utiliser le mot génocide, eh bien... trouver des mots, mais je crois qu'on est face à l'indicible. Ce qu'on voit tous les jours sur nos écrans de smartphone, les bombardements, les enfants, les vieillards, les amputations et autres, et l'acharnement du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, pour moi c'est un génocide. On va parler de cette flottille parce que vous l'avez suivi comme beaucoup de vos collègues, personnalités. Donc, il y a eu des débats d'ailleurs au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, un député accuse le gouvernement de fuir ses responsabilités. Vous dites quoi aujourd'hui que quand on voit tout ce débat qui a tourné autour de la flottille au sein de l'hémicycle, vous en avez débattu, au sein du débat médiatique, au sein du débat de l'opinion publique. Aujourd'hui, cette flottille pour Gaza, est-ce qu'elle a eu un succès? Est-ce que ça a été un échec? Est-ce que ça a été un désastre aux yeux médiatiques, aux yeux de l'opinion publique? Ou est-ce que le gouvernement a eu clairement une responsabilité qu'il a fui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je tiens à saluer toutes celles et ceux qui ont participé de cette flottille de la liberté. Et je tiens à rappeler à tout le monde, parce qu'il faut
j'aime bien l'histoire et surtout j'ai vécu ça indirectement. Il y a eu plusieurs flottilles de la liberté avant celle-ci. Il y en a eu une en 2010, en 2011, en 2015. Et il se trouve que moi en 2010, je me souviens très bien qu'il y avait eu une manifestation à Toulouse en soutien de la première flottille de la liberté parce qu'il y avait déjà un blocus sur Gaza. La situation n'était pas nouvelle. 9 morts, 28 blessés par l'armée israélienne. C'est ce qui s'est passé en 2010 avec les bénévoles de la flottille pour la liberté. Donc toutes celles et ceux qui disent que c'est la croisière s'amuse, je leur dis de faire attention aux mots qu'ils emploient et surtout qu'ils connaissent un peu mieux l'histoire. Parce que je pense qu'il y avait un vrai risque, et ça a été vu d'ailleurs. Elle a eu raison, Rima Hassan, de prendre des risques ? Je pense qu'en son fort intérieur, ça c'est des choses qui appartiennent aux individus en tant que tels. Mais vous, vous moi, collègue de Rima Hassan, elle a eu raison de prendre... Parce que c'est beaucoup de risques. Je la comprends totalement. Perdre la vie, par exemple. Je la comprends totalement parce que aujourd'hui, cette cause-là, quelque part, c'est quelque chose qu'elle porte depuis longtemps, depuis son enfance, son histoire familiale. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous l'auriez fait vous-même, monsieur le député ? C'est facile à dire après, oui, je l'aurais fait, etc. Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais en tout cas, je salue celles et ceux qui l'ont fait parce qu'ils ont fait preuve de courage politique, de courage physique, de courage intellectuel et moral pour une volonté simple. Vous saviez ce qu'il y avait dans ce bateau. Il y avait du lait en poudre, il y avait du matériel médical, il y avait des béquilles. Le simple objectif, c'était de dire oui, on doit pouvoir réussir à apporter de l'aide humanitaire à Gaza. François Piquemal qui avait fait d'ailleurs qui s'est fait remarquer localement à Toulouse. Pourquoi vous rigolez ? Non, je sais pas pourquoi vous dites ça. Par quoi vous avez vu... Vous avez dit tout à l'heure ça va, l'ancrage est là, vous avez fait un bon score, que les filles a cartonné. Moi, je ne fais. Moi, vous savez, je suis journaliste, je vous écoute quand vous parlez. Vous savez, au-delà de là. Non, mais je rigolais parce que je me suis dit que vous alliez sortir un exemple concret. C'est pour ça que j'attendais ça. J'en ai plein des exemples, mais c'est pas le lieu là. On parle évidemment de ce qui se passe. Souci. Alors. Après, j'ouvrirai le débat avec les auditeurs et puis avec nos débatteurs. Je veux qu'on revienne sur le tacle de Donald Trump qui cartonne. C'est même pas qui tacle, là, on en est au carton. Carton rouge, d'ailleurs, à Emmanuel Macron. Vous en pensez ? Vous partagez d'ailleurs le fait qu'il cartonne Emmanuel Macron ? Non, déjà, ça m'attriste que le président français se fasse, comme vous dites, cartonné par le président américain, mais c'est assez signifiant, on va dire, de la politique diplomatique d'Emmanuel Macron, qui est une sorte, on a l'impression, d'opportunisme à la petite semelle, quoi. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, c'est un peu Tintin ou OSS 117, qui à un moment va dire, par exemple, Israël a le droit de se défendre, y compris quand elle agresse l'Iran, et puis 24 heures après, il faut un cessez-le-feu, etc. Donc, je veux dire, on paye aussi les pots cassés d'une politique à l'international et en matière de diplomatie qui a été une catastrophe sous le mandat de la Macronie. Bon, on va parler de ce sujet justement et je vais ouvrir le débat avec tout le monde. Question sur le conflit Iran-Israël. D'ailleurs, il y a une info qui vient de tomber. Trump envisage peut-être d'entrer en guerre. Rassurant tout ça ? Pas du tout. Et nous, on souhaiterait que... Probable une troisième guerre mondiale ? Ça, je vais pas me lancer là-dedans, mais en tout cas, on souhaiterait que le Conseil de sécurité de l'ONU soit saisi, et puis surtout que le droit international soit respecté, parce que moi, je n'ai aucune sympathie, mais alors vraiment aucune sympathie pour le régime iranien. J'ai participé à de nombreuses manifestations dans ma ville pour soutenir les manifestants et les opposants au régime politique iranien. Mais là, il se passe quelque chose, c'est que le droit international, c'est fait pour qu'il y ait une régulation entre les pays, les États, y compris les États qui n'ont pas notre sympathie et dont on combat un certain nombre de valeurs quand ils sont autoritaires comme l'Iran. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'Israël a enfreint le droit international. Il a attaqué l'Iran contre toutes les conventions internationales, créant des ripostes. Et derrière, ce sont les peuples qui souffrent. C'est des morts civiles. Je crois qu'on est à plus de 220 morts en Iran, dont des civils. Et il paraît que ce chiffre serait, je mets du conditionnel, minimisé. Mais oui, je suis très inquiet. Et pendant ce temps-là, le génocide à Gaza, on en parlait, continue. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.